Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. La santé au travail en mouvement. On va vous présenter l'ensemble des outils qui sont mis à disposition par le plan régional santé au travail. On a l'habitude de se retrouver pour les rendez-vous sécurité. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format pour présenter tous ces outils, puisque comme vous le savez, en fait, ce webinaire, en fait, il vous est proposé dans le cadre d'un partenariat sur la santé et la sécurité au travail entre les CCI d'Occitanie et la DRETS Occitanie. Le but étant de vous mettre à disposition les outils, les productions pour vous accompagner sur cette thématique. Donc aujourd'hui, je suis Vincent Garneau, chargé de projet à la CCI Occitanie. Je serai accompagné de Virginie Nègre et de Marie-Laetitia Fournier de la DRET Occitanie. Et il y aura également Fabienne Mirobolan de la CARSAT Midi-Pyrénées et Catherine Rapinatel de la RACT. Ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est une animation en 3 parties. Une définition du PRST pour remettre un petit peu le contexte. Ensuite, il y aura une présentation de l'ensemble des outils, qui se fera souvent en mode duo un petit peu pour mettre un peu plus d'animation dans cette présentation. Et ensuite, il y aura une partie questions-réponses. Pour tous ces côtés pratico-pratiques, du coup, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le retrouver sur le site internet de la CCIO et sur celui de nos partenaires. Ensuite, l'ensemble des supports vous seront communiqués par mail suite au webinaire. On va vous solliciter également pendant ce webinaire pour 4 sondages en cours de webinaire. Donc, vous allez, on vous préviendra en amont, mais une page va s'ouvrir. On vous fera participer, vous verrez les résultats. Pour tout ce qui est questions, vous avez l'espace chat ou l'espace conversation, suivant comme c'est à noter sur votre ordinateur. Donc, on vous conseille de poser les questions au fil de l'eau. Logiquement, on réserve un espace dédié à ce temps d'échange en fin de webinaire. Si on voit qu'il y a trop de questions, on essaiera d'y répondre en cours des différentes parties pour ne pas laisser questions sans réponse. Donc on est pour une heure et demie ensemble. Je vais laisser du coup la parole à Virginie Nègre, qui va être l'animatrice principale de ce webinaire. Et moi, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve en fin de webinaire pour tout ce qui est espace questions. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je suis Virginie Nègre, je suis donc responsable du service santé sécurité au travail à la DRETS. Oula, alors je commence bien. Pour votre information, la DIRECT est devenue la DRETS le 1er avril. Occitanie, et à ce titre, je suis aussi référente du plan régional santé-travail, d'où ma présence ici et, en qualité d'animatrice. Mais je ne vais pas être seule pour vous proposer ce webinaire. J'ai fait appel à plusieurs partenaires qui ont accepté, je les en remercie, de m'accompagner. Donc, ce sont des pilotes d'action du PRST qui vont m'accompagner pour vous présenter tous ces outils autour du PRST. Alors, le sommaire de ce webinaire, si j'arrive à prendre la main, ça semble être le cas, c'est parfait. Il est assez simple. Je vais vous expliquer ce qu'est le plan régional santé-travail, mais ça va être assez court puisqu'on n'est pas là pour ça. On va ensuite vous présenter tous les outils de prévention qu'on a pu produire au cours de ces 5 années. Et puis ensuite, on vous proposera un petit temps d'échange, comme l'a dit Vincent Garneau. Mais avant de débuter, j'ai envie de vous poser une question, parce que c'est une question intéressante. C'est une question qui va apparaître sur votre écran sur le plan régional santé-travail. Est-ce que vous connaissez le plan régional santé-travail? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre, pour savoir un petit peu, j'allais dire, le type de public qui est présent aujourd'hui. Je vois que beaucoup connaissent, donc c'est parfait. Hein. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vois que oui.
Entendu. Donc, je vois que 72% d'entre vous connaissent ce plan régional santé-travail, mais il y en a quand même une petite partie qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, je vais faire très simple. En fait, le slogan du plan régional santé-travail, c'est « La santé au travail, c'est l'affaire de tous ». Et prévention primaire également. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la prévention primaire, mais c'est un petit peu prévenir plutôt que guérir. En fait, c'est un outil qui permet d'améliorer la prévention des risques professionnels parce qu'on a plusieurs acteurs institutionnels et de la prévention dans le paysage occitan, dirais-je, et tous ces acteurs travaillent autour d'actions de prévention et ils ont mis leurs forces en commun pour vous proposer des actions concrètes. Donc, ce plan régional santé-travail découle d'un plan santé-travail qui a été défini au niveau national. Et nous, on a décidé de décliner les actions en région qui correspondent à un diagnostic, à un état des lieux au niveau des risques qu'on a pu identifier en région. Donc, c'est un outil qui est partenarial, un outil qui est fédérateur, un outil au service de la santé au travail. Et le bénéficiaire de cet outil, c'est l'entreprise, et particulièrement la petite entreprise. Pourquoi ? Parce que les TPE-PME représentent 3/4 des entreprises en Occitanie et c'est souvent à eux qu'on s'adresse en premier lieu. Alors, bien entendu, on s'adresse à eux directement ou par le biais d'acteurs de la prévention, puisque plus de 300 acteurs sont mobilisés et sont au cœur de la dynamique du PRST. Donc, le PRST, c'est quoi ? C'est cet outil-là. Et le PRST, c'est qui ? Je vais vous le dire si j'arrive à reprendre le contrôle de mon écran. Le PRST, c'est... Je suis désolée, j'ai des petits soucis pour... C'est bon. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Pour faire défiler mon petit PowerPoint. Donc, le PRST, c'est qui ? C'est comme je vous l'ai dit, la directe, mais maintenant, nous nous appelons la DRETS, puisqu'on a changé de format, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les acteurs institutionnels de la prévention, que peuvent être la CARSAT, donc il y a Fabienne Mirobolan ici présente pour la CARSAT, l'OPPBTP, la RECT, avec Catherine Levrapinatel qui est présente aujourd'hui, les caisses de MSA, l'ARS, mais ce sont aussi les services de santé au travail, ils sont 27 en Occitanie, les experts et personnes qualifiées, les relais territoriaux que sont les chambres consulaires et notamment la CCI qui nous accompagne et je leur remercie dans ce projet, dans ce webinaire. Et puis au cœur de la dynamique, il y a les partenaires sociaux qui constituent notamment le comité régional d'orientation et des conditions de travail. Alors, le PRST en quelques chiffres, c'est un PRST qui se décline depuis 2016-2017 jusqu'à cette année, et ça a été un petit peu retardé du fait de la crise sanitaire. C'est 22 actions, 10 objectifs, 28 pilotes et copilotes, donc qui représentent à peu près 200 réunions de travail. Et on a réussi au cours de ces 5 années à sensibiliser près de 2000 personnes et à mettre en place une trentaine d'outils qui ont été valorisés, qui ont été réalisés avec un bénéficiaire final, je le répète, l'entreprise. Voilà, donc ces outils, on va vous en parler aujourd'hui puisqu'on est là pour ça. Donc, ils peuvent se présenter soit sous forme de diaporamas pédagogiques, de kits pratiques, de vidéos, mais aussi de plaquettes, de flyers. Et ils sont là pour vous aider à toutes vos démarches de prévention ou à accompagner les démarches de prévention au sein des entreprises. Alors, on peut les télécharger sur le site du PRST que vous voyez vous afficher à l'écran, sachant que vous aurez accès au diaporama et vous aurez tous les liens pour accéder à ces outils après le webinaire. Donc, on a essayé, alors d'emblée, je tiens à vous dire qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails puisqu'on est là pour 1h30. Puis au-delà d'1h30, c'est pénible pour tout le monde, un webinaire. Donc, on va vous les présenter assez simplement. On va essayer d'être synthétique, de vous donner envie d'aller voir. Puis après, tous les acteurs du PRST sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous aiguiller. Le but ici, c'est de vous les présenter, que vous sachiez qu'ils existent et que vous puissiez aller les voir. Donc, les outils, on peut dire qu'il y a 5 types d'outils qu'on peut vous proposer.
Des outils pour les très petites entreprises. Comme je vous l'ai dit, ça représente une grosse part des entreprises en Occitanie, 86%. Des outils pour prévenir certains risques, des risques qui peuvent être inhérents à vos activités. Ça peut être le risque routier, le risque de chute de hauteur. Des outils qui s'adaptent à la crise. Alors bon, autour du PRST, il y a eu pendant plus d'une année maintenant une période de crise sanitaire qui a impacté la santé au travail. Donc, on a travaillé aussi sur des thématiques telles que le télétravail. Des outils pour continuer à travailler, puisque parfois, quand on vieillit ou qu'on est atteint d'une maladie chronique évolutive type cancer, on a des difficultés à continuer à occuper notre poste de travail. Et enfin, des outils pour faire un état des lieux et agir. Donc, le premier type d'outils qu'on peut vous proposer, ce sont des outils très, très simples pour les très petites entreprises. Donc, soit pour renforcer l'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise, pour améliorer la qualité de vie au travail ou pour présenter les acteurs de prévention. Donc, le premier outil que je tiens à vous présenter, c'est un outil qui est un document synthétique qui est téléchargeable sur le site du PRST et qui vous permet d'avoir des repères pour savoir que faire de la fiche d'entreprise. Alors, pour rappel, la fiche d'entreprise, c'est une fiche qui est élaborée par votre service de santé au travail de proximité, par les équipes pluridisciplinaires exactement des services de santé qui se rendent au sein de l'entreprise et qui font un primo-diagnostic en santé-travail au sein de l'entreprise. Mais bien souvent, cette fiche, on s'est rendu compte que les employeurs ou les salariés, les représentants, ne s'en servaient pas et ne s'appuyaient pas sur cette fiche pour en faire un outil de prévention. Donc, on a travaillé autour du sujet avec quelques services et directeurs de services de santé au travail et on a produit un document pour vous expliquer en quoi la démarche de prévention est un facteur de performance pour l'entreprise, parce que souvent, on croit qu'une démarche de prévention coûte cher, mais en fait, elle vous fait économiser de l'argent. Comment est établie cette fiche et comment on peut faire de cette fiche un outil de prévention accompagné, c'est-à-dire comment on peut s'en servir, s'en saisir et aller vers son service de santé pour qu'il vous aide à justement évaluer ces risques et entamer une vraie démarche de prévention. Alors, le message qu'on a souhaité faire passer dans ce cadre, c'est que cette fiche, c'est un primo-diagnostic de santé-travail dans l'entreprise pour établir un partenariat avec votre service de santé qui est un service de prévention de proximité et pour évaluer vos risques professionnels. Voilà. Un autre outil qui Alors, je ne sais pas, je vois qu'on a un petit problème de liaison, à mon avis, qui est lié. Ah, vous avez perdu Madame Nègre, en fait, pendant un petit moment. Vous m'avez retrouvé ou pas? Oui, là, c'est bon, mais a priori, je n'étais pas le seul, donc c'est Bon, pour ça. c'est parfait. Bon, mais c'est bon. C'est peut-être lié D'accord. à la bande passante. D'accord. Du coup, C'est parti, peut-être c'est reparti. juste. Bon, c'est parfait. Juste vous dire effectivement qu'on a travaillé autour de la QVT, de la qualité de vie au travail pour les très petites entreprises dans le cadre du PRST. Et je demandais à Catherine Levrat-Pinatel, qui est chargée de mission à l'ARACT ici présente et pilote d'action du PRST, quels sont les objectifs en fin de compte de cette QVT. Voilà, et qu'est-ce qu'a proposé ce groupe? Alors, On va passer juste en diaporama sur diapositive actuelle, s'il vous plaît. Alors, pendant ce temps, je vais répondre à la question. Donc, le groupe de travail qui a planché sur la qualité de vie au travail, il a été animé par Frédéric Dumalin, directeur de l'ARACT, avec la participation de tous les partenaires institutionnels et aussi également d'un grand nombre de partenaires sociaux. Et son objectif, c'était de promouvoir la qualité de vie au travail et de se dire que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux grandes entreprises. Ça concerne aussi, et c'est aussi utile pour les plus petites entreprises.
Donc, ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprise, évidemment, avec des façons de travailler qui vont être différentes, mais quelque part avec une démarche qui est équivalente et qui, on va dire, qui s'imprègne à la fois de l'accord de 2013 qui avait été signé par les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, et puis l'accord qui vient d'être signé sur la réforme de la santé au travail et qui, justement, outille les entreprises sur la façon d'agir. Donc, le groupe a produit un certain nombre d'outils pour justement aider concrètement les plus petites entreprises à travailler et améliorer la qualité de vie au travail, en se disant que c'est une démarche qui permet à la fois de développer la performance de l'entreprise, améliorer les conditions de travail, et puis aussi de satisfaire toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes, les clients de l'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde et qui permet justement de mettre le travail au centre de cette démarche-là pour pouvoir régler un certain nombre de difficultés rencontrées dans les situations de travail et de définir des axes d'amélioration. Donc, le groupe a travaillé sur des outils qui permettent justement de mieux comprendre la façon d'agir sur la qualité de vie au travail et puis aussi de pouvoir faire du lien avec des ressources mobilisables, tant du côté des partenaires institutionnels, mais également des consultants, des intervenants sur la qualité de vie au travail, donc à travers justement un réseau de 150 consultants en Occitanie qui peuvent accompagner les entreprises sur le sujet. Donc, en termes de production d'outils, il y a un flyer qui va sortir tout début juin et qui va permettre justement de parler, de montrer en fait comment agir sur la qualité de vie au travail, mais aussi quels outils peuvent être mobilisés, et notamment un outil d'autodiagnostic sur la qualité de vie au travail pour permettre aux entreprises de se situer et de savoir quels sont les enjeux autour de ce sujet à développer à l'occasion d'une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. En complément, donc, une plateforme nationale a été mise en place et qui s'appelle Réflexe QVT, qui permet justement de donner le mode d'emploi pour solliciter un consultant. Alors, c'est une plateforme nationale, mais dont l'Occitanie a été région un peu préfiguratrice, donc voilà, qui permet de faire du lien entre les entreprises qui ont besoin de mobiliser des ressources. Et puis, sur la planche suivante, vous verrez une présentation justement de ce flyer. Si vous voulez, Virginie, passer à la diapo suivante. Donc, la présentation de ce flyer qui voilà, propose tous ces différents outils à disposition des entreprises. Peut-être aussi à noter, en début juin, sur le site du PRST, un outil qui va être mis en place sur le site et qui va permettre justement de mieux connaître le rôle et l'appui possible de tous les acteurs institutionnels sur la question de la qualité de vie au travail en fonction de l'angle d'approche, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la conciliation des temps, que ce soit par exemple sur la réduction de la pénibilité, etc., donc, ou sur les parcours professionnels. Voilà, selon les sujets qui seront traités par les entreprises dans leur démarche de qualité de vie au travail, eh bien, cet outil permettra de flécher vers la bonne ressource pour pouvoir agir. Merci beaucoup, Catherine. Moi, je crois que c'est assez clair et je vois qu'il y a déjà des questions sur où on peut trouver ce type d'outils et comment ils vont nous être adressés. Donc, ne vous inquiétez pas, on y répondra ensuite. Donc, vous voyez, la qualité de vie au travail est vraiment un axe majeur de ce plan régional santé-travail et on vous propose vraiment de vous accompagner dans vos démarches. Donc, l'outil suivant est beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus simple, mais il n'en est pas moins intéressant. C'est un outil qui s'adresse spécifiquement à un secteur d'activité qui est la restauration traditionnelle. Alors, pourquoi ce secteur d'activité ? Tout simplement parce qu'il représente beaucoup de très petites entreprises. C'est un secteur qui a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire, qui a besoin d'être accompagné. Et donc, on s'est rendu compte au sein de ce groupe que finalement, il y avait beaucoup d'acteurs de la prévention qui travaillaient pour ce type de secteur, mais on ne savait pas trop à quel moment et à qui s'adresser.
Et il nous a semblé intéressant de produire une affiche qui reprend un petit peu les missions des différents organismes pour accompagner les restaurateurs, mais aussi leurs conseils, qui peuvent être les experts comptables, les cabinets conseils, à chacune des étapes de la mise en place d'une démarche de prévention. Donc, en fait, c'est une fiche synthétique qui est assez complète, qui est plurielle et qui vous rappelle que vous avez le choix entre les partenaires suivant vos besoins. Donc, puisque la prévention est un outil de performance, si vous souhaitez avoir des informations, j'allais dire réglementaires, il faudra peut-être plus s'adresser au service de l'inspection, par exemple. Des informations un peu plus techniques, des aides et des outils peut-être plus au CARSAT, etc., etc. Donc, vous avez accès à cette petite fiche sur le site du PRST également. Donc, voilà un petit peu pour les outils qu'on peut proposer pour les TPE. Maintenant, et bien entendu, tous les outils qu'on va vous présenter ici sont aussi pour les TPE, mais là, elle s'adressait plus spécifiquement aux TPE. On a aussi choisi de mettre en place des outils pour prévenir certains risques, des risques, j'allais dire, importants, majeurs, inhérents à certains secteurs d'activité. Par exemple, comment agir en amont de la conception des espaces de travail, comment traiter le risque chimique, le risque amiante, la chute de hauteur, le risque routier, les risques psychosociaux. Voilà les risques qu'on a eu à traiter en vous proposant des outils autour de ces risques. Donc, dans le cadre de la conception des situations de travail, alors vous allez me dire qu'est-ce que ça signifie? Imaginez, vous êtes entrepreneur, votre outil de production évolue ou bien vous souhaitez mener à bien un projet immobilier pour avoir un espace de travail plus adapté à vos besoins. Et vous entamez une démarche en mode projet et puis vous faites construire un bâtiment où vous modifiez votre espace de production et vous vous rendez compte que non, il n'est pas du tout adapté à vos conditions de travail. C'est bien souvent ce qui arrive parce que vous n'avez pas anticipé ce projet et vous n'avez peut-être pas fait appel aux bonnes personnes. Donc, le groupe de travail a travaillé sur un kit qui est très, très, très complet et qui vous explique comment s'inscrire dans cette démarche de projet, quelles étapes il ne faut pas omettre, quel cahier des charges il faut mettre en place, comment on analyse une situation de travail, quel support institutionnel aussi vous pouvez avoir, c'est-à-dire à quels acteurs de la prévention vous pouvez vous adresser à chaque étape de votre projet. Comment, par exemple, on choisit un ergonome aussi. Donc là, ce groupe vous propose une animation, vous propose un guide sur le choix des consultants, une liste de ressources disponibles sur Internet, organisées par thématique. Ça, ce sont des liens qui vous permettent aussi de mieux construire votre projet. L'objectif, ce n'est pas de vous donner des solutions toutes faites, mais bien entendu, que vous puissiez, vous poser les bonnes questions pour arriver à un projet qui corresponde à la fois à vos besoins en termes de production, de conception de vos espaces de travail, mais aussi qui répondent à un besoin de prévention des conditions de travail. Donc, le message que souhaite faire passer le groupe, c'est prévenir, toujours cette démarche de prévention primaire, et entamer une démarche collective et continue, parce que bien entendu, mener un projet de ce type, ça ne peut pas se faire sans le collectif de travail. Voilà. On peut concevoir des espaces de travail, mais on se sert aussi beaucoup d'équipements de travail. Et sur le site du PRST, vous pourrez trouver des recommandations pour l'utilisation de certains équipements de travail, que ce soit les grues à tours, les échelles coulissantes, les portails roulants. On a mis à votre disposition sur notre site des recommandations, que ce soit des notes de syndicats et fabricants, que ce soit des documents de prévention proposés par les CARSAT, pour vous aider aussi à avoir les bons réflexes au moment où vous utilisez ces équipements de travail. Voilà en ce qui concerne la conception des locaux et des équipements de travail.
Je vais passer à toute autre chose. C'est un risque qui est inhérent à nombreux secteurs d'activité. C'est ce qu'on appelle un risque à effet différé, c'est le risque chimique. Alors, le risque chimique, on le retrouve dans beaucoup de secteurs. Et là, j'ai envie de vous poser une deuxième question qui va apparaître sur votre écran. C'est une question à choix multiples. Et vous demandez, à votre avis, quel est le pourcentage de salariés qui est exposé à au moins un produit chimique? Alors, la source de cette enquête est une enquête Summer qui date de 2017. Personnellement, je ne le vois pas apparaître. Voilà, ça y est. Donc, à votre avis, le pourcentage de salariés exposés est de 5,3%, 13,4%, 32,2% ou 66,8%. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, je vois que ça oscille entre 32,2% et 66,8%. Je vois que la majorité d'entre vous ont la bonne réponse. Effectivement, c'est 32,2% des salariés qui sont exposés à au moins un produit chimique. Et il ne faut pas croire qu'être exposé à un produit chimique, c'est réservé à certains secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que on peut retrouver produits chimiques dans une petite entreprise telle qu'un salon de coiffure, un garage automobile, mais aussi dans des gros secteurs d'activité type aéronautique. Alors là, je vais me rapprocher de Marie-Laetitia Fournier, qui est ingénieure de prévention et qui travaille avec moi à la DRETS, pour qu'elle nous explique un petit peu les deux outils qui sont proposés par le groupe de travail risque chimique. Il y en a un qui est plus adapté pour tous les secteurs et un qui est plus spécifiquement adapté au secteur de l'aéronautique qu'on connaît bien à Toulouse notamment. Voilà. Donc Marie-Laetitia, je vous laisse prendre la main. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter deux outils qui ont été réalisés dans le cadre du groupe de travail du PRST sur le risque chimique. Donc le premier outil, en fait, c'est une proposition qui a été faite par le groupe de mettre à disposition de différents préventeurs un diaporama sur le risque chimique, parce que c'est une thématique qui n'est pas forcément aisée quand on n'est pas de la partie, donc on a un petit peu du mal à rentrer dedans. Et pourtant, comme on vient de le voir à travers le sondage, le nombre de salariés concernés est important. Donc, ce diaporama contient 90 diapositives. Il a été fait par différents partenaires du groupe et il a vocation à être adaptable. L'idée, c'est de présenter différents chapitres, que ce soit un rappel sur les effets sur la santé, une présentation synthétique de la réglementation, mais également et surtout les moyens de prévention individuels et collectifs qui peuvent être utilisés. Donc voilà, c'est un outil accessible sur le site. Et je le répète, l'intérêt de ce document, c'est de pouvoir être modulé. C'est une base de travail. Donc voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc les points. Voilà, les points forts donc, de cet outil, c'est qu'il a été réalisé par à la fois des préventeurs habituels, hein, que ce soit service de santé au travail ou de la MSA, mais également par les professionnels qui ont participé au groupe, le CNPA ou l'UMM, ainsi que donc la CARSAT, et la Direct et la DREAL. Donc on a vraiment uni notre connaissance pour essayer de simplifier le propos. Le retour d'expérience qu'on a sur ce diaporama, c'est qu'il a déjà été utilisé par des services de santé au travail qui l'ont trouvé efficace parce que voilà, c'est une base de travail qui a pu être modulée. Et donc, du coup, l'objectif qu'on a eu et ce qu'on voulait qu'il soit retenu aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui est fait pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'on ne reparte pas chacun avec les basiques de ce qu'on peut dire sur le risque chimique. Alors ensuite, l'outil suivant est un outil plus spécialisé dans la mesure où il concerne un secteur d'activité précis qui est celui de l'aéronautique, donc qui est effectivement présent dans la région Occitanie. Et là, la boîte à outils, donc là, vous voyez, c'est
plus qu'un outil, c'est une boîte à outils, puisqu'il n'y a pas moins de 18 fichiers qui sont proposés dans cette boîte. Là, la cible, ce sont les services de santé au travail, pour qu'ils s'approprient cette démarche qui a été initiée au départ par un groupe de travail, avec notamment une impulsion importante de Prévalie, un des services de la région. Et l'idée, c'est de proposer aux services de santé une démarche complète, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare l'action, comment est-ce qu'on communique en interne aux services de santé, comment on déploie l'action sur le terrain dans les entreprises et comment on fait derrière du reporting qui nous permet de mettre en commun les données recueillies pour faire avancer une meilleure connaissance de l'exposition au risque chimique pour les salariés. Donc les outils sont divers. Donc il y en a, donc ils sont des documents d'information. Vous pourrez retrouver des plaquettes d'information, des diaporamas qui présentent un petit peu, par exemple, pourquoi on sensibilise notamment sur la question du chrome hexavalent, qui est relativement présent en aéronautique. Et donc voilà. Et puis ensuite des grilles métiers aussi qui ont été réalisées pour que les différents IPRP qui interviennent sur le terrain dans les entreprises puissent réaliser leur travail de recueil d'informations. Donc on a des grilles métiers sur les peintres, les ajusteurs, les câbleurs, etc. Donc tous ces documents sont vraiment le fruit d'un travail collaboratif de plusieurs services, puisque je vous ai parlé de Prévalie, mais il y a également d'autres services qui ont contribué. Et l'idée justement de cette boîte à outils, c'est qu'elle soit transférée à d'autres services de santé, donc progressivement l'affaire se fait, si je puis me permettre cette expression, puisque on a déjà fait une diffusion dans le Gers, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot. Le Tarn et l'Ariège sont aussi associés. L'idée, c'est de poursuivre encore la diffusion de ce type de boîte à outils. Voilà, donc là encore, l'objectif, c'est gagner du temps. Pour faire cette boîte à outils, il a fallu un certain temps. Donc là, aujourd'hui, le fait que la boîte soit constituée permet aux services de santé intéressés par cette thématique de s'approprier un outil déjà fait, avec des outils là aussi qui sont mis à disposition dans un format adaptable. Alors, je vous propose de continuer sur la thématique du risque chimique en ciblant sur un risque un petit peu plus encore précis, qui est celui de l'amiante. L'exposition à l'amiante, vous ne l'ignorez pas, est un enjeu important puisqu'il s'agit de substances cancérogènes. Et donc là, le groupe de travail PRST Amiante a fait différents outils. Là, on a souhaité en mettre en avant deux, notamment un qui concerne un secteur d'activité, l'agriculture, pour sensibiliser donc les différentes populations qui sont dans le domaine agricole sur les risques d'exposition à l'amiante. Donc le public de cette plaquette, puisqu'il s'agit d'une plaquette, un 4 pages qui a été constitué, ce sont les différentes professions agricoles, que ce soit les exploitants, les employeurs, les salariés. Également, les partenaires sociaux ont été destinataires de cette plaquette, mais également tout ce qui relève de l'enseignement agricole et les chambres d'agriculture qui sont des relais. Donc, en gros, des apprenants, des futurs professionnels, pour leur expliquer de façon compacte qu'est-ce que l'amiante, quels sont les effets sur la santé, quelques explications synthétiques sur la réglementation, parce qu'elle n'est pas toujours aisée, mais là, on a vraiment fait un focus sur des points forts à retenir, et en reprenant également des situations de terrain qui ont été rencontrées et qui posent difficulté, notamment l'amiante, une fois déposé, est un déchet et ce n'est pas quelque chose qu'on réutilise. Donc, du coup, voilà, le document a comme point fort de donner des recommandations relativement synthétiques, claires, rapides. Et c'était un élément important parce que l'amiante dans le domaine agricole est répandue de façon importante, notamment sur les toitures en couverture amiante, mais pas seulement. Donc, il était important de faire cette sensibilisation.
Le retour d'expérience concernant cette plaquette a été de voir un certain nombre de relais dans la presse agricole spécialisée. Donc, ça a pu permettre de sensibiliser des acteurs et on a notamment vu que certains CPHSCT avaient fait également des relais et des publications dans le prolongement de ces messages-là. Ce qu'il est à retenir par rapport à cette plaquette, c'est qu'elle axe vraiment le message pour dire que l'intervention sur des matériaux amiantes ne s'improvise pas et il est important de faire appel à des spécialistes. Alors, toujours sur la question de l'amiante, j'ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure des déchets. Alors les déchets amiantes sont connus comme étant une problématique importante. On dit et on rabâche, il faut éliminer correctement ces déchets. Mais quand on s'y intéresse un peu, on se demande où est-ce qu'on les élimine. Et ça, c'est une question qui nous est souvent revenue. Mais qu'est-ce que je peux faire? Où puis-je les envoyer? Donc là, on a beaucoup travaillé avec l'Adréal notamment, qui a en charge la partie autorisation des sites. Enfin, c'est la préfecture, mais soutenue par l'Adréal. Et donc, on a fait cette plaquette qui a comme élément principal intéressant une cartographie qui présente sur la région Occitanie les lieux où on peut amener en toute légalité les déchets d'amiante en centre de transit ou en centre d'élimination. Donc la plaquette, voilà, c'est une carte avec, on en a évidemment profité pour faire un rappel des messages synthétiques sur les modalités les modalités de gestion des déchets avec un rappel sur les obligations concernant la protection, les emballages pour éviter que la diffusion de fibres d'amiante ne soit avérée. Donc, du coup, les points forts de cette plaquette, qui est aussi accessible comme les autres outils, c'est d'avoir une réponse très claire, très concrète aux demandes de professionnels. Et c'est un outil qui, pour nous, présente un intérêt aussi, puisqu'il pourra être facilement mis à jour en fonction de l'évolution des sites régulièrement autorisés pour recevoir de l'amiante. Donc, les retours sont plutôt positifs puisque la plaquette répond assez rapidement à des questions qui ont été posées. Et le message que l'on a souhaité faire passer dans cette plaquette, c'est que l'élimination de déchets d'amiante peut se faire et elle s'organise avec des professionnels spécialistes du traitement du déchet, puisque la plaquette contient également les coordonnées des sites qui peuvent être contactés et préciseront leurs modalités d'accueil et tout un tas de règles très concrètes et opérationnelles. Donc là, on a un outil aussi efficace dans la mesure où il est très pragmatique. Merci beaucoup, Marie-Laetitia. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, j'allais dire, des outils qui peuvent être proposés sur l'axe risque chimique. Hein. Moi, je veux juste dire que bon, souvent, c'est un risque qui n'est pas identifiable de suite, puisque c'est ce qu'on appelle un risque à effet différé. Et donc, souvent, on a du mal à l'évaluer et c'est quelques années plus tard qu'on se rend compte des effets sur la santé. Donc, c'est très important de pouvoir prendre en compte le risque chimique, mais aussi le risque amiante qui n'a pas disparu, même si on en parle moins. Hein, ça, c'est important de le dire. Voilà. Un autre risque qui, pour le coup, celui-là n'est pas un risque à effet différé, c'est le risque de chute de hauteur. Si j'arrive à passer le diapo. Risque de chute, qui est un risque qui est assez connu et assez identifié, notamment dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, hein, puisque quand on parle de chute de hauteur, on pense souvent aux ouvriers sur les chantiers du BTP. Mais j'allais dire, mais pas que, parce qu'on peut tomber sur son lieu de travail ailleurs que sur un chantier. Et donc, c'est vraiment un risque qu'on a souhaité traiter dans le cadre du plan régional santé-travail parce que ça représente de nombreux accidents du travail et même une des premières causes d'accidents du travail en France et en Occitanie. Donc, on a travaillé sur un secteur qui, de prime abord, ne paraît pas être le premier identifié, c'est le secteur agricole. On a travaillé sur ce secteur en vous proposant des fiches sur le travail en hauteur en agriculture.
Donc, c'est 12 fiches pratiques sur le thème de la prévention du risque de chute dans les filières agricoles. Alors, je dis dans les filières agricoles, mais je crois que ces fiches sont tellement pragmatiques, synthétiques et concrètes qu'en fait, elles sont tout à fait utilisables dans les autres secteurs. Elles donnent des informations sur les situations de travail en hauteur, leur identification et leur gestion. Alors, tout à l'heure, Marie-Laetitia Fournier nous parlait des toitures amiantées dans le secteur agricole. Ben, typiquement, sur une toiture, lorsqu'on monte sur une toiture, il y a un risque de chute. Donc, une des fiches va traiter justement la problématique des travaux sur toiture. Ces fiches donnent aussi des informations sur les situations de travail en hauteur, leur identification et leur gestion. Alors, un autre exemple concret, on a tendance parfois à utiliser l'échelle comme un moyen et presque un équipement de travail, alors que c'est juste un moyen d'accès. Donc, il y a une des fiches qui traite qui est intitulée « Objectif zéro échelle », puisque l'objectif, ce n'est pas de travailler sur l'échelle. L'échelle est simplement un moyen d'accès. Ces fiches donnent aussi des explications synthétiques sur la réglementation, suivant le thème abordé sur la fiche. On ne rentre pas dans des détails complexes, mais expliquer quelles sont les obligations, c'est-à-dire supprimer le risque, mettre en place des protections collectives, puis en dernier recours, les équipements de protection individuelle, et donnent des points de repère sur les situations de terrain fréquemment rencontrées dans l'agriculture. Le public, forcément, ce sont les professionnels agricoles, qu'ils soient exploitants, qu'ils soient employeurs ou salariés, y compris les relais que sont les partenaires sociaux, les chambres d'agriculture, puis toujours ces apprenants, ces futurs professionnels qui, eux, vont rentrer sur le marché du travail, ils vont se retrouver confrontés à des situations. L'objectif, c'est bien entendu de vous sensibiliser, de vous accompagner dans la gestion de la prévention des chutes d'auteur. Et en premier lieu, cela commence par une évaluation de ce risque-là, qui est souvent pas pris en compte du tout. Donc, le point fort, c'est que c'est un outil qui inclut à la fois des recommandations, des rappels réglementaires et puis des questionnements sur des situations réelles. On est vraiment au cœur du travail. On n'est pas sur, on va dire, là, je fais des travaux sur toiture, comment je m'y prends, qu'est-ce que je peux mettre en place suivant ma situation, suivant la configuration de mon exploitation. Et puis, c'est un outil qui est aussi adaptable. Il y a 12 fiches, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser puisqu'elles ne s'adaptent pas forcément à toutes les situations que vous pouvez rencontrer. On a un retour d'expérience qui est assez positif sur ces fiches. Elles sont beaucoup utilisées par les caisses de MSA dans le cadre de leur formation sur les travaux en hauteur. Elles sont relayées par le partenaire social dans le cadre des CPHSCT agricoles et elles ont aussi été publiées dans la presse agricole spécialisée. Voilà pour ce risque qui est traité sur la thématique agricole, sur le secteur agricole. Un autre risque qui est connu de tous, mais peu pris en compte dans le milieu professionnel, c'est le risque routier. Alors, avec la crise sanitaire, c'est un risque qui a été qui a diminué forcément, puisque quand on prend plus son véhicule, on a moins de risque d'avoir un accident. Néanmoins, c'est un risque qui reste très, très présent, ne serait-ce que pour les temps de trajet entre domicile et travail, mais aussi les situations de travail où on est amené à prendre son véhicule. Et donc, le groupe de travail a souhaité informer et sensibiliser les employeurs pour promouvoir l'intégration de ce risque au document unique d'évaluation professionnelle. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour cette prise en compte du risque routier professionnel et proposer aussi un outil global de prévention aux préventeurs et aux entreprises. Alors, c'est un outil qui est complet, qui est pluriel, puisqu'il propose beaucoup de choses. Une plaquette d'interpellation sur le risque routier professionnel, une plaquette que vous voyez apparaître à l'écran, un autodiagnostic sur la prévention du risque routier, donc où j'en suis moi en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise par rapport à ce risque-là. Est-ce que vraiment je me suis déjà posé la question? Est-ce que je mets en place des actions? Il ne suffit pas de dire conduisez moins ou alors ne téléphonez pas au volant, mais est-ce que l'employeur se dit oui, mais si j'appelle mes salariés, forcément ils vont répondre, donc ça génère un risque complémentaire. Il y a également une vidéo de sensibilisation sur le risque routier professionnel, une petite vidéo qui dure 4-5 minutes et qui est vraiment très, très pertinente, avec une bonne accroche qui peut permettre d'introduire des actions de sensibilisation.
On propose aussi un diaporama qui peut vous servir de base également à des actions de sensibilisation. Une fiche d'analyse d'un accident du travail du point de vue de l'entreprise, mais aussi du point de vue du préventeur. Et enfin, un tableau de recensement des ressources qui existent, puisqu'il y en a beaucoup sur le risque routier. Et pour rappel, aujourd'hui, on est au cœur de la semaine du risque routier professionnel, du traitement de ce risque et de la prévention du risque routier. Voilà, donc l'objet, dans les perspectives à venir, c'est poursuivre la promotion et la diffusion de ce kit à travers d'actions qu'on peut mener dans les départements et sur les territoires, et puis le mettre à jour régulièrement avec les dernières informations à notre connaissance pour sensibiliser le plus grand nombre. Donc, un autre risque qui est très important d'aborder, c'est le risque psychosocial, ou plutôt les risques psychosociaux. Alors, ce n'est pas moi qui vais l'aborder, mais avant d'introduire la participation de Fabienne Mirobolan, j'aimerais vous interroger pour savoir si vous avez suivi ou bien si vous avez organisé ou participé à une formation sur les RPS. Donc, je vous invite à répondre à ce petit sondage pour voir un petit peu où on se situe par rapport à ça. Alors, je vous invite à répondre, c'est important pour nous de savoir un petit peu. Donc, je vois que 76% quand même d'entre vous ont déjà suivi une formation de ce type ou organisé une formation de ce type. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup d'offres de formation sur les RPS. Justement, comment on peut se retrouver à travers toutes ces offres? Fabienne Mirobolan, je vous laisse la parole. Voilà. Merci Virginie, bonjour à tous. Alors effectivement, 76% ont déjà suivi une formation, donc vous avez déjà repéré où pouvait se situer et de la part de quel partenaire cette offre pouvait émaner ou offre privée. Alors en fait, notre groupe sur la prévention des risques psychosociaux est parti d'un constat que déjà qu'entre partenaires, entre nous, entre les partenaires de la santé au travail, il y avait une méconnaissance de cette offre de formation régionale sur les RPS, en tout cas une connaissance limitée et pas suffisante. Donc, on a réfléchi à comment donner à voir de façon rapide et claire cette offre de formation RPS au niveau régional, donc pour les entreprises et les salariés, et aussi pour les entreprises, les TPE dont parlait Virginie. Donc, les partenaires dont il s'agit, qui ont une offre de formation RPS, sont les partenaires institutionnels classiques. Alors, en ordre alphabétique, il n'y a pas un partenaire qui a une priorité sur un autre. L'ARACT, les deux CARSAT, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la MSA Midi-Pyrénées Nord-Sud, l'OPP-BTP et les services interentreprises de santé au travail. Il s'agit surtout de ces partenaires qui ont permis, sur lesquels on a voulu rendre visible l'offre de formation RPS. Donc, on a présenté, dans le document numérique que je vais vous décrire, on a présenté les actions de formation classiques, j'allais dire en présentiel, maintenant on dit en présentiel puisque les formations à distance vont crescendo. Donc, on présente aussi ces formations à distance qui sont en train de voir le jour et d'être connues de plus en plus des entreprises. On a présenté des formations aussi bien courtes, de type atelier de 2 heures, qui sont plutôt des sensibilisations, ou des formations longues, type formation-action, qui peuvent être inter- ou intra-entreprise. Alors, à quel type d'outils on a pensé? Donc, c'était l'année dernière qu'on a pu finaliser cet outil, sachant par ailleurs que vous et nous, on est concernés par la montée en puissance du clic dans nos pratiques professionnelles et qu'on a décidé de faire un document numérique pour pouvoir accéder aux différents sites Internet des partenaires qui sont offreurs de formation RPS.
On a prévu que ce document numérique soit mis à jour annuellement, donc ça va être le cas pendant l'été 2021, cette mise à jour annuelle, sachant que nous ne visons pas l'exhaustivité, soyons modestes, hein, mais en tout cas, ce que l'on veut, ce à quoi on veut donner accès, c'est à l'offre significative, hein, et tendancielle par rapport à ces risques psychosociaux. Et donc, l'entreprise peut accéder par un clic au thème ou à l'action de formation qui l'intéresse dans ce document numérique. Ce qu'on a voulu aussi, c'est prendre en compte les évolutions, et que ce soit sur le fond ou sur la forme. Alors, typiquement, l'exemple qui nous vient tous à l'esprit, c'est la crise Covid 2020. Donc, l'offre de formation liée au Covid apparaît dans ce document numérique. Et quand je parle d'évolution sur la forme, je pense à l'offre croissante des formations à distance et des formations hybrides qui se mettent en place et auxquelles donc l'entreprise intéressée pourra avoir accès, puisque nous faisons aussi, nous permettons aussi de voir ce qui se fait en matière d'offres numériques de formation. Alors, merci de passer à la diapo suivante. Quel est le contenu de ce document? Comment nous l'avons construit? Alors, comme je disais, nous avons fait apparaître une offre liée à la crise Covid. Alors, on est plutôt sur de la prévention tertiaire, puisqu'il s'agit de crise, sachant que pour cette offre de formation liée à la crise sanitaire, on est plutôt, vous l'avez vous-même expérimenté, sur des webinaires, des replays de webinaires, donc une offre qui a été à distance et qui s'est structurée à partir de mars 2020 et dont le contenu portait sur comment gérer la crise, avec quelles mesures de soutien, des cellules de crise qui se sont mises en place, la question centrale du télétravail, hein, de sa mise en place et de l'accompagnement de cette mise en place du télétravail, notamment par le management, des actions de formation orientées management. Sinon, on a prévu dans ce document numérique une entrée par thématique, notamment, pour exemple, les RPS dans le document unique, le RPS et management, le lien RPS-TMS, etc. Donc, l'entreprise peut cliquer sur la thématique qui l'intéresse. Et enfin, nous avons aussi fait mention d'actions plus globales, donc une offre plus globale, plus large. Par exemple, devenir préventeur des risques professionnels ou devenir référent en santé-travail, ou alors les formations CSE, parce que nous avons considéré que les risques psychosociaux étaient des risques transversaux qui étaient en lien avec d'autres risques et que ça pouvait aussi s'inscrire dans une offre plus large. Et pour terminer sur cet outil-là, bien sûr, cette offre de formation concerne le quoi, hein, de quoi on parle quand on parle des risques psychosociaux, même si les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus au clair sur ces RPS, mais ça concerne surtout les aspects méthodologiques de comment on agit en prévention des risques psychosociaux sur les organisations de travail et les conditions de travail. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, on voit qu'on a un vrai outil intéressant qui permet aussi d'accès, de s'orienter si on veut suivre ou organiser une formation RPS. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, et comme Fabienne l'a souligné d'ailleurs, on ne pouvait pas, au sein du plan régional santé-travail et avec les partenaires, ne pas prendre en compte cette crise sanitaire. Et donc, on a travaillé aussi sur des outils autour de cette crise. Donc, ce sont des outils qui s'adaptent à cette crise sanitaire. Et notamment, il y a deux types d'outils. Il y a un outil qui a été construit par le groupe risques psychosociaux et un autre outil autour du télétravail. Donc là, je vais à nouveau vous interroger, Fabienne, et vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour proposer quelque chose dans le cadre de cette crise. Voilà. Merci. Donc, en effet, le groupe a surtout, j'allais dire,
avec en arrière-plan la crise sanitaire l'année dernière qui a commencé à sévir. Donc, on a trouvé tout à fait nécessaire de produire un outil sur comment réagir à une situation de crise au travail. Alors, juste un terme de définition, ce qu'on entend par gestion de crise, c'est en cas d'alerte, en cas d'atteinte à la santé physique et psychique. Alors, que ce soit en cas par rapport à des fonctionnements en mode dégradé, alors qu'on soit en cas de réorganisation, restructuration, rachat-fusion qui ne se passe pas bien. Alors, bon, comme on sait, quelle entreprise n'est pas aujourd'hui touchée par la question de la réorganisation? Bon, autant ça ne se passe pas forcément mal, mais ça peut malheureusement entraîner des situations complexes. Donc, bon, on a des indicateurs classiques pour les fonctionnements en mode dégradé, tels que les conflits, les hyperconflits, le burn-out, les tentatives de suicide, les suicides, les addictions et le dialogue social aussi qui peut être difficile. Et la question de l'absentéisme, mais pourquoi pas aussi de la recrudescence des AT-MP. Donc voilà, c'est de ces constats-là qu'on est parti. Fabienne, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez mis quelque chose devant votre micro, mais d'un coup, il y a eu on vous entend beaucoup moins. Donc, non, je n'ai rien fait. Là, vous m'entendez? C'est beaucoup mieux, ouais. Ça va être un problème de connexion. Je me suis éloignée. Je ne dois pas recommencer. Non, c'est bon, mais restez comme ça. Voilà. Très bien, merci. Donc, on a tenu dans ce document de 13 pages à informer sur les accompagnements possibles par les différents acteurs de la prévention. Alors, je citerai les institutionnels, les connus, reconnus, mais il y en a d'autres. La RACT, la CARSAT, les CARSAT, la Directe et les services de santé au travail. Je ne les citerai pas tous, puisqu'il faut être rapide. Donc, le but de ce document étant de promouvoir et de diffuser des choses, des éléments très concrets, des informations de contact, des ressources. Il a été question là de citer, Virginie en a parlé, toutes les plaquettes, les flyers, les guides qui ont été produits sur ces questions là, en l'occurrence, de crise au travail. Donc, c'était donné accès à tout ça. Donc, dans ce document de 13 pages, on a présenté ces différents acteurs, dont je ne viens de n'en citer que 4. Et par exemple, dans les rôles et missions de quelques-uns, pour la Directe, on imagine qu'on peut les solliciter en situation de crise, les services d'inspection, pour des actions de contrôle. On peut saisir une CARSAT par rapport à des méthodologies comme la délégation d'enquête paritaire et le traitement d'alerte RPS. En CARSAT, on peut avoir aussi, pour la prévention de la désinsertion professionnelle, le service social, qui est peut-être moins connu, mais qui intervient par rapport aux arrêts de travail de plus de 60 jours. Il y a aussi une offre de service retraite en CARSAT. Donc, tout ça, c'est cité dans ce document. On a, par exemple, un outil qui est promu au niveau de l'ANACT qui s'appelle Arezo, pour l'amélioration des relations sociales en entreprise. Les services de santé peuvent accompagner avec l'équipe pluridisciplinaire en situation d'alerte. Donc, voilà, toutes ces informations sont bien compilées dans ce document et avec un accès direct sur les sites de ces différents partenaires, des informations qui sont tenues à jour et avec, en effet, une focalisation importante par rapport à ce contexte de crise sanitaire que nous traversons encore, qui connaît des évolutions rapides, nombreuses, et qui, bien sûr, touche de très près les organisations et les situations de travail. Donc, le message à retenir, c'est effectivement de traiter les crises, même si le risque est avéré, mais dans une perspective de remonter le plus possible en prévention primaire pour éviter à l'avenir que ça ne resurvienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, on voit qu'on a un document qui est important, important, mais il y a une autre thématique qu'on ne peut pas éluder et à laquelle on est confronté depuis maintenant plus d'1 an, c'est le télétravail.
Le télétravail, c'est une obligation aujourd'hui pour l'entreprise, hein, je vous le rappelle, hein, dans le protocole sanitaire, c'est bien indiqué. Les entreprises doivent doivent mettre leurs salariés en télétravail dès que cela est possible. Donc, il y a les partenaires sociaux dans le cadre de l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault qui ont proposé un quiz et une charte sur le télétravail. Donc là, je vais m'adresser à Catherine Levrat-Pinatel et lui demander, donc Catherine, quels sont selon vous les points forts de ces outils que vous pouvez nous proposer là? Voilà. Alors, le point fort essentiel, c'est un peu l'idée du clé en main. C'est-à-dire que c'est sûr que, comme vous l'évoquiez, Virginie, le télétravail a été mis dans une majorité d'entreprises un peu dans l'urgence au début de la crise sanitaire. Il s'est installé dans la durée depuis 1 an. Et aujourd'hui, dans cette période de déconfinement, se pose la question de sa pérennisation ou pas, de son organisation. Voilà. Et donc, c'est un sujet du dialogue social. Et donc, les membres de l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui du dialogue social et à la négociation, donc dans l'Hérault, animé par l'ADETS, donc en la personne de Pierre Sampietro, ont voulu proposer aux entreprises et notamment aux TPE, PME, des outils un peu clés en main pour réfléchir le télétravail dans la durée, hein, c'est-à-dire sortir un peu de cette phase d'urgence ou de cette phase un peu transitoire. Et donc les inciter aussi à négocier et d'en faire un objet du dialogue social au sein de l'entreprise. Donc, ça s'adresse à toutes les entreprises et évidemment, ça s'appuie sur les cadres existants en matière de télétravail, du ministère du Travail, des accords sur le télétravail, etc. C'est aussi des outils qui peuvent être utilisés par des acteurs relais qui aident les entreprises à négocier sur le sujet. En gros, il y a 2 outils qui sont proposés, un quiz qui permet un peu à l'entreprise, employeur et représentant du personnel ou délégué syndical, acteur de la négociation ou salarié, de se poser la question un peu du contexte de l'entreprise, des besoins, des enjeux de télétravail au sein de son entreprise, qui ne sont pas les mêmes dans une PME ou une entreprise de 3000 salariés. Ou en fonction de l'activité, ou en fonction de l'organisation. Donc voilà, quelques questions autour de 6 rubriques. Il n'y a pas de fausse réponse, évidemment, mais qui permet de se dire où est-ce qu'on en est sur la mise en place, le suivi du télétravail, sur l'environnement, les outils, les moyens qui ont été mis en place, notamment dans ce contexte-là, les impacts que ça a pu avoir sur l'organisation du travail, sur la charge de travail, sur l'évaluation également du travail, sur le temps de travail, le management aussi, pour l'encadrement des équipes à distance et les questions que ça a pu se poser, le fonctionnement des équipes qui ont été probablement perturbées, en tout cas dans un premier temps. Et donc, du coup, c'est se poser la question de notre situation aujourd'hui et donc demain pour pérenniser éventuellement le télétravail et l'encadrer dans une négociation, dans un accord, c'est quelles questions on doit se poser. Et pour accompagner cet outil-là, donc, a été rédigé par les partenaires sociaux au sein de l'ODDS, une charte sur le télétravail, pour les aider à se dire quelle rubrique, comment négocier, quelle méthodologie mettre en place pour justement arriver à un accord qui est OK pour tout le monde. Et puis, en fonction aussi du cadre qui est donné dans le Code du travail, que vous rappeliez tout à l'heure, Virginie, mais aussi à travers des pratiques d'entreprise qui ont été mises dans la discussion par les partenaires sociaux de l'Observatoire, quelles seraient un peu les clauses qui sont essentielles à prendre en compte dans un accord, qu'est-ce qui pourrait être préconisé, des idées pour agir, des exemples de pratiques, et puis aussi des ressources pour aller plus loin. Donc, les points forts de l'outil, c'est un peu la complémentarité, c'est-à-dire déjà se poser la question, les enjeux dans notre entreprise et le quiz pour aider à poser ces enjeux-là particuliers dans notre entreprise.
qui voilà, permet aussi de partager un diagnostic entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise, partager un cadre de référence sur le cadre du télétravail et ensuite apporter de la méthode pour pouvoir négocier pour répondre à ces enjeux. Donc voilà, la complémentarité de ces deux outils. Et puis, ce qu'a voulu aussi mettre en avant l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, c'est de se dire que, bon, on l'a improvisé le télétravail pendant cette période, mais organisons-nous pour pouvoir faire en sorte qu'il soit mieux installé et mieux organisé dans l'entreprise, qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter justement pour pouvoir arriver à un accord qui soit gagnant pour toutes les parties et qui répondent au cadre réglementaire. Et puis, voilà, du coup, c'est mettre le travail au centre d'un espace de dialogue au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Catherine. Donc, bon, vous voyez, on a traité deux thématiques qui devaient être traitées dans le cadre de cette crise sanitaire, une thématique liée aux risques psychosociaux, l'autre liée au télétravail, qui effectivement est dans un cadre particulier aujourd'hui, mais je crois que l'évolution va faire que ce mode de travail va se développer et il faut le faire dans un cadre et avec un dialogue constructif au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, bon, on a vu qu'on proposait des outils pour les TPE, des outils pour prévenir certains risques, des outils qui s'adaptaient aussi à la crise. Et puis, on a voulu aborder une thématique qui est importante, c'est la thématique du maintien dans l'emploi. Pourquoi? Déjà parce qu'on vieillit tous ou on peut tous être victime d'un accident ou d'une maladie et parfois on ne peut pas occuper de la même manière le poste de travail qu'on occupait. Et souvent, eh bien, on se retrouve un petit peu démunis ou hors marché du travail à cause de cela. Donc, on souhaitait vous proposer des outils pour vous permettre de réfléchir à comment continuer à travailler. Donc, comment continuer à travailler en accompagnant le vieillissement actif et comment maintenir dans l'emploi des salariés qui peuvent être atteints de maladies chroniques évolutives. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, mais maladies chroniques évolutives, je vais prendre des exemples simples, hein, ça peut être un diabète, ça peut être un cancer, ça peut être voilà, une maladie cardiovasculaire, des choses qui peuvent tous nous toucher potentiellement et qui sont peu traitées par l'entreprise. Mais maintenant, moi, la première question que j'ai envie de poser à Catherine, qui va nous présenter ces outils, c'est, on parle beaucoup de vieillissement actif. Ça veut dire quoi, vieillissement actif, en fait? En gros, le vieillissement actif, c'est l'idée de vieillir en bonne santé, d'arriver à l'âge de la retraite en bonne santé. Dans un contexte actuel d'allongement de la vie professionnelle, il y a un véritable enjeu autour de l'emploi des seniors. Toutes les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, ne sont plus, pour certaines, en activité. Il y a un pourcentage très important de ces personnes qui ne sont plus en activité quand elles arrivent à l'âge de la retraite. Donc, il y a vraiment un objectif qui a été donc soutenu par le groupe de travail en charge du vieillissement actif qui a été animé par mon collègue Emmanuel Albert, donc avec des contributeurs partenaires institutionnels, qui avait pour objectif justement d'outiller les entreprises en matière de prévention de l'usure professionnelle. L'idée étant de se dire qu'il faut donc, pour que les personnes arrivent à l'âge de la retraite en bonne santé, il faut améliorer les conditions de travail, bien sûr, des seniors, mais c'est aussi une opportunité d'améliorer les conditions de travail de tous. Hein, c'est l'idée on est vraiment dans un principe de prévention et d'anticiper les phénomènes d'usure professionnelle. Voilà. Donc, pour ça, le groupe de travail en charge du vieillissement actif a élaboré des outils qui permettent aux entreprises de mieux comprendre ce qu'on entend par
vieillissement actif, usure professionnelle, pénibilité aussi, l'enjeu de réduire la pénibilité, de proposer aussi des outils pour aider à mieux comprendre les enjeux dans l'entreprise, et puis aussi des fiches pratiques pour pouvoir travailler, mettre en place des actions de prévention de l'usure professionnelle et pour pouvoir favoriser le vieillissement actif. Donc concrètement, ce sont des outils qui s'adressent bien sûr aux entreprises, voilà, toutes les entreprises, et aussi, alors tout à l'heure il y avait une question dans le chat, est-ce que les outils du PRST peuvent s'adresser à la fonction publique? C'est aussi typiquement des outils, même si le PRST s'adresse au secteur privé, qui peut s'adresser aussi aux administrations. Il s'adresse également aux acteurs relais qui aident justement les entreprises dans ces démarches-là, aux partenaires aussi de la prévention et bien évidemment aux partenaires sociaux. Donc concrètement, le kit vieillissement actif du PRST, c'est quoi? Ce sont des fiches pratiques, une fiche un peu chapeau qui permet de mieux cerner les enjeux autour de ce sujet-là, mais également des fiches actions pour pouvoir agir sur différents volets de la prévention de l'usure professionnelle, sur les questions de parcours professionnel, mais aussi sur la réduction des contraintes et de la pénibilité au travail. Et puis des outils, par exemple un outil démographique qui permet aussi de mieux comprendre sa population au travail, les caractéristiques des gens qui travaillent dans l'entreprise en matière d'âge, de genre, d'impact sur la santé, etc., pour pouvoir essayer de cibler les actions. Donc sur la diapo suivante, donc on va un petit peu détailler ça. Virginie, si vous voulez la passer. J'essaye, Catherine. Merci. Je n'y arrive pas. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, l'idée aussi des outils qui sont proposés dans ce kit, c'est vraiment de se dire, alors là, on est sur les maladies chroniques évolutives. Virginie, on a un petit peu sauté là. Oui, je suis en train de… En termes de logique, on n'est pas, c'est pas très différent. C'est-à-dire que l'idée du kit vieillissement actif, c'est d'être dans une démarche anticipatrice des problématiques. C'est dans une démarche véritablement de prévention. Et puis, c'est de changer les représentations, changer le regard justement à se dire que, voilà, de mettre en avant aussi les compétences, l'expérience de ces populations donc seniors, et qui, voilà, quand elles ne peuvent plus travailler par manque de souplesse de l'organisation, eh bien, ce sont des compétences qui font défaut à l'entreprise. Donc, il y a vraiment un enjeu de décaler les représentations autour de l'âge. Donc, c'est aussi de proposer des démarches qui permettent de prévenir l'usure professionnelle tout au long de la vie professionnelle. Et puis, c'est voilà, l'idée de mettre en place des démarches qui permettent d'améliorer les conditions de travail de tous. Comme il est évoqué ici, les jeunes d'aujourd'hui sont les seniors de demain. Donc, c'est vraiment un enjeu à la fois d'améliorer les conditions de travail, prévenir l'usure professionnelle, mais aussi de fidéliser, de développer l'attractivité de l'entreprise en fidélisant sa population au travail. Donc, des fiches pratiques, un outil d'autodiagnostic, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais aussi pour essayer d'aider l'entreprise, toujours dans un échange, par exemple au sein du CSE, à se poser les bonnes questions à partir justement de l'identification d'un certain nombre de clignotants rouges par rapport qui peuvent exister dans l'entreprise. Un outil Excel qui permet justement de mieux caractériser, mieux structurer la population, mieux caractériser la population de son entreprise en termes d'âge, d'activité, de problématiques de santé, etc. Et puis, voilà, les fiches qui permettent d'agir à la fois sur la question des compétences, des parcours professionnels, et puis de réduction de la contrainte et d'amélioration des conditions de travail.
Donc ça, c'est sur le vieillissement actif et toujours dans ce volet des outils pour continuer à travailler, j'ai eu le plaisir d'animer le groupe sur le maintien dans l'emploi des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, donc avec tous les partenaires du PRST, qui se sont vraiment impliqués dans le groupe. Donc, ce qu'on a voulu faire au sein de ce groupe, c'est prendre en compte un enjeu qui est résumé en deux chiffres. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, il y a 20% de la population française qui est atteinte d'une maladie chronique évolutive. Donc, je pense notamment dans les poids lourds de ces maladies, on retrouve les affections cardiovasculaires, le diabète, les cancers, bien évidemment, les affections psychiatriques, donc là, et notamment en Occitanie, ce sont vraiment les maladies chroniques et évolutives les plus importantes. Donc 20% de la population française et 15% de la population active. Donc potentiellement, dans toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, il y a 15% des salariés qui peuvent être atteints d'une maladie chronique évolutive. Donc évidemment, ça pose des questions de maintien dans l'emploi. C'est compliqué pour un employeur de le prendre en considération parce qu'on peut aussi considérer que ce sont des maladies personnelles et non professionnelles. Donc, est-ce que l'entreprise a à voir avec ce sujet-là? Eh bien oui, parce qu'il y a des enjeux de maintien dans l'emploi. Alors, on l'a vu tout de suite sur la population des seniors, mais pas uniquement. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a des progrès médicaux importants qui font que les gens qui sont malades continuent à travailler ou alors alternent des temps d'arrêt et de retour à l'emploi. Et donc, ça pose des questions de la capacité de l'entreprise justement à mettre en place une organisation qui soit suffisamment souple et qui prenne en compte justement certaines difficultés que peuvent avoir les personnes qui sont atteintes de maladies dans leur travail, comme par exemple la fatigue, etc. Donc, nous, dans le cadre du PRST, on a voulu, on va dire, décaler les représentations autour de ce sujet pour dire que c'est un sujet de santé-travail. Et donc, pour ça, on a préparé, construit ensemble un kit d'animation pour les acteurs du maintien dans l'emploi et les aider à sensibiliser les entreprises sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu un outil clé en main qui comprend la petite notice qui permet de savoir comment on utilise le kit, les diaporamas au format court, long, selon la séance, le type de sensibilisation qui est organisée, avec évidemment des pages de commentaires pour aider à animer ces diaporamas, une fiche d'évaluation, une invitation type avec le bon argumentaire, une bibliographie pour aller plus loin, un petit outil on va dire, d'auto-diagnostic, quiz, pour justement un peu amener les employeurs à se poser des questions sur et chez moi, comment ça se passe, quelles sont les problématiques que je peux rencontrer. Une note aussi sur les données, parce que ça permet, quand je vous ai donné 2 chiffres tout à l'heure, ça quand même sensibilise un peu sur le sujet. Et donc, du coup, on a voulu mieux caractériser ce sujet-là en Occitanie. Donc, on a travaillé sur les affections de longue durée en Occitanie selon l'âge, le sexe, etc. Donc, du coup, ça alimente de façon pédagogique ces ateliers d'animation. Une petite plaquette qui permet justement de pouvoir... qui peut être laissé aux employeurs pour à la fois avec le quiz, mais aussi avec la démarche type qui est adaptée à quelle que soit la taille de l'entreprise. Évidemment, la façon de la mettre en œuvre sera différente, mais la logique est la même, c'est-à-dire comprendre, faire le point sur où j'en suis sur ce sujet-là pour pouvoir identifier des actions qui seront les plus efficaces possibles. Et puis, évidemment, dans le contexte de la crise sanitaire, on a essayé aussi d'être informatif sur tous les dispositifs qui concernaient les personnes vulnérables, puisqu'il y a eu beaucoup de choses tout au long de cette crise sanitaire. Voilà, donc pour résumer, c'est un outil clé en main qui s'adresse aux acteurs relais, c'est-à-dire les services de santé au travail, Cap Emploi, toutes les personnes qui peuvent parler maintien dans l'emploi auprès des entreprises, mais ça peut aussi s'adresser au CSE, ça peut s'adresser aux référents handicap dans les entreprises ou les référents maintien.
ou les référents qualité de vie au travail. Et puis, voilà, en sachant qu'il y a vraiment un enjeu. Aujourd'hui, les entreprises traitent généralement un peu dans l'urgence les situations individuelles quand elles se posent, et ce qui aboutit beaucoup trop souvent à des licenciements pour inaptitude. Donc, nous, ce que nous avons voulu, c'est essayer de décaler les représentations autour de ce sujet pour inciter les employeurs à mettre en place des démarches proactives autour du maintien dans l'emploi de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques évolutives, voilà, en réfléchissant souplesse de l'organisation du travail. Virginie, je vous laisse la parole. Je crois que... Ouais, je pense qu'on a comme un petit problème de bande passante. Du coup, je prends juste le relais puisque j'ai un petit sondage à ce moment-là. Ah ben, c'est bon, on l'a retrouvé. Du coup, pour lancer le dernier sondage. C'est bon, vous m'aviez perdu. Oui, tout à fait. Oui, désolé. D'accord. De bande passante, je pense. Est-ce qu'on est prêt du coup pour le sondage sur les accidents de travail? Puisque derrière, je sais que vous enchaînez avec les chiffres. Je voulais pardonnez-moi Vincent, je voulais vous présenter les derniers types d'outils. Après, vous pourrez lancer le sondage. Hein. Ce sont des outils qui vous permettent de faire un état des lieux et agir. Et moi, ce que j'ai envie de demander à Catherine, qui est aussi sur ce sujet-là, c'est à quoi sert un diagnostic santé-travail. Et là, je vais peut-être vous laisser introduire le sondage, Catherine. On ne vous entend pas. Activez le micro, Catherine. Pardon. Oui, dans le PRST, il y avait un axe support. Hein. L'idée, c'était voilà, de travailler sur un sujet qui est un petit peu transversal et qui consiste un peu à travailler sur les données santé-travail. Alors, pourquoi réfléchir diagnostic? Eh bien, justement, on l'a évoqué à plusieurs reprises hein, dans la présentation des différents outils. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire un diagnostic pour identifier les actions de prévention les plus pertinentes. Eh bien, en matière de diagnostic santé-travail, c'est un petit peu la même chose. C'est l'idée de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations et notamment des données santé-travail pour pouvoir orienter au mieux les actions de prévention. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là tout au long du PRST. Et donc, avant de vous présenter ces outils, on voulait vous poser une question sur justement quelle est la part, quel pourcentage des accidents du travail concernent les femmes en Occitanie. Alors, vous avez 4 propositions, 12%, 26%, 38%, 49%. Alors, je vous laisse, Vincent, nous donner les résultats. Donc, alors, 26% pour une majorité. Alors, pour information, c'est 38%. Même si on a une part beaucoup plus importante de femmes salariées en Occitanie. Alors, tout ça pour vous dire que, évidemment, quand on imagine des actions de prévention, selon le territoire, selon le secteur d'activité, selon l'âge, le sexe, le métier, et donc du coup les risques professionnels auxquels on est exposé, eh bien, on ne va pas définir les mêmes actions de prévention. Et donc, du coup, dans le groupe, on va dire, diagnostic territorial du PRST Occitanie, on a souhaité expérimenter un certain nombre de démarches pour justement essayer de les transférer le plus largement possible pour mieux appréhender sur comment réaliser un diagnostic territorial en santé-travail et quelle utilité. Et donc, on a proposé un service de santé au travail, le service, le SMIST, alors, attendez, je suis sur oui, le service de Alès-Lozère, pardon, excusez-moi. Donc, on a accompagné ce service de santé au travail à mettre en place une démarche de diagnostic de son territoire en matière de santé au travail, pilotée par donc, les partenaires sociaux du service de santé au travail,
et accompagné par les partenaires de la santé, du service de santé au travail. Donc la CARSAT, OPP-BTP, des organismes consulaires, le service conseil, le service social conseil, enfin, etc., le CIBC, donc les partenaires. Et donc, c'est ce petit collectif qui a piloté cette démarche de diagnostic territorial qui a permis de mieux cerner son territoire en matière de données socio-économiques, donc d'emploi, d'activité, etc. Mais au-delà de ça, de faire le lien avec la sinistralité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'exposition aux risques professionnels, donc mieux caractériser quelle population, quel secteur d'activité, quel type d'entreprise, quelle forme d'organisation était plus concerné par tel risque professionnel. Et ce diagnostic a permis justement d'affiner, de prioriser des actions au niveau de son projet de service et notamment un gros travail qui est réalisé actuellement sur la population senior en lien avec l'attractivité des entreprises. Donc, de cette démarche-là expérimentale dans un service de santé au travail, alors un service de santé au travail, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment un acteur clé du territoire pour pouvoir réaliser ce type de diagnostic, on en a fait une démarche un peu, on en a fait des repères qui ont été diffusés donc à l'ensemble des services de santé au travail sous forme de documents qui reprennent, on va dire, quel objectif pour ce type de diagnostic, comment engager une telle démarche, quels acteurs mobiliser et puis quel type de données on peut recueillir. Voilà. Donc, voilà, ce qui était intéressant, c'est d'inscrire la notion de diagnostic territorial dans la perspective de priorisation d'action. C'est aussi de se dire que c'est une démarche qui a été, des repères qui ont été construits à partir d'une expérimentation où on a été accompagné par des ressources nationales puisque l'Occitanie était une région expérimentale sur ce sujet-là, donc notamment un groupement d'intérêt scientifique qui nous a aidé à traiter les données, à réaliser des cartes, etc. Et puis, ce diagnostic, il a été mis en débat entre les partenaires sociaux du service de santé au travail et les partenaires du territoire pour pouvoir définir des actions. Donc, il est des repères qui ont été diffusés largement. Un autre travail, alors évidemment, là, on était sur un territoire, mais pour construire le PRST et les actions prioritaires au sein du PRST, c'est le cas actuellement, l'idée aussi est de partir d'un diagnostic. Ça a été le cas en 2017, au début du PRST 3, où il y a eu un gros travail de diagnostic réalisé par le CREAI-ORS, l'Observatoire régional de la santé, en Occitanie. Donc, de là, on a fait, qui a recueilli un certain nombre de données qui ont été interprétées, notamment des données à la zone d'emploi, des données sur les conditions de travail, sur la sinistralité, sur les caractéristiques socio-économiques aussi de notre région. On était dans un contexte nouvelle région. Donc, on a fait, on va dire, discuter ces éléments de diagnostic dans un séminaire qu'on avait réalisé à l'époque avec les membres du CROCT et les pilotes des groupes de travail. Et de là, on en a tiré une synthèse qui a été largement diffusée, donc les chiffres clés des données santé-travail en Occitanie. Et actuellement, pour le prochain PRST qui va bientôt être en cours de construction, nous sommes en train de réaliser à nouveau ce travail de diagnostic, mettre à jour les chiffres clés existants, donc avec un petit groupe un peu sur le même format méthodologique qui a été expérimenté sur le SMIST à l'Est-Lozère. Donc là, c'est au niveau régional où un groupe diagnostic a été mis en place avec des partenaires sociaux issus du groupe permanent d'orientation des conditions de travail, avec les partenaires institutionnels et également les fournisseurs de données. Donc, c'est un groupe qui construit ce diagnostic régional et qui va être bientôt publié, donc sous forme de chiffres clés, mais aussi avec des focus sur des sujets qui ont été identifiés comme prioritaires par ce groupe diagnostic, les spécificités, un focus sur les spécificités des TPE-PME, un focus sur la santé au travail des femmes et un focus également sur la prévention de la désinsertion professionnelle et un dernier focus sur le dialogue social. Voilà. Et puis, il y aura également des profils, des portraits de zones d'emploi en matière de données santé-travail.
Et enfin, dernier outil présenté dans le cadre de cet axe un peu support, on a réalisé des cartographies, on va dire, un peu thématiques. On en avait réalisé tout à l'heure, je l'évoquais, sur les maladies chroniques évolutives. On en a également réalisé une sur les élections des CSE en Occitanie. C'est vrai qu'en 2017, création des CSE, mise en place tout doucement dans les entreprises jusqu'à la fin 2019. Et donc, on a suivi et cartographié les élections des CSE en Occitanie à partir de données qui ont été fournies par la DRETS et qui ont été traitées également avec l'appui du groupe équivalent mais au niveau national et du groupement d'intérêt scientifique Atlas. Et donc, on en a tiré un document de 5 pages qui nous permet de faire le point sur les élections mises en place, en fonction de la taille des entreprises, sur également les carences, qui restent un pourcentage très important aujourd'hui, sur le rapport entre les entreprises ayant organisé les élections et puis les entreprises du territoire, et puis aussi avoir le panel, on va dire, des données au niveau de chaque département. Voilà. Et donc, dernière diapo, donc les points forts de l'outil, c'est avoir des données qui sont un peu inédites au niveau régional. Généralement, ce sont des chiffres qu'on a plus au niveau national, mais en tout cas cartographiés là au niveau régional. Et pour nous, c'était au-delà de cette cartographie, de cet état des lieux, c'était vraiment de pouvoir mettre à disposition un document de sensibilisation qui peut être utilisé par les acteurs qui sensibilisent aussi les CSE, et notamment, j'évoquais tout à l'heure le taux de carence important qui est équivalent dans les autres régions, mais qui reste quand même important, plus de 37% de PV de carence dans les entreprises assujetties en Occitanie. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les élections de CSE. Donc, c'est un outil qui peut y aider. Merci Catherine pour toutes ces informations. On voit que l'usage du diagnostic, il a vraiment un sens dans la mise en place d'actions de prévention. Et à chaque territoire, ses focus et ses actions. Du coup, juste vous dire que tous les documents qui ont été présentés, avant de laisser la place aux questions, bien entendu, s'il y en a, mais je suppose qu'il y en a, on vous a mis les liens vers le site du PRST qui vous donne accès à ces outils. Donc, vous allez recevoir le support de cette présentation, qui est un support qui a été réalisé par le groupe communication du PRST. Et donc, vous aurez accès à chacun des outils qui a été présenté. Alors, je suis désolée pour les petits soucis techniques. Je n'ai pas encore toute la maîtrise technique pour faire défiler les diaporamas. Je tenais aussi à vous dire, avant de répondre aux questions, que on a essayé de faire simple, synthétique et court. Ça peut avoir un peu un aspect catalogue, mais je crois que c'était vraiment nécessaire qu'on puisse vous présenter aujourd'hui tout ce qu'on a pu mettre en place, parce que souvent, on fait des outils, mais on ne les valorise pas, on ne les diffuse pas. Et je crois qu'ils peuvent être vraiment utiles dans toutes les démarches de prévention. Voilà. Donc, Vincent, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Oui, on en a eu quelques-unes, notamment une des premières, en fait, c'était on a eu des éléments de réponse dans le chat, mais peut-être c'est bien que, en tant que référent de PRST, vous puissiez repréciser, en fait, on parlait quelles étaient les cibles du PRST. Je crois qu'il y avait notamment une collectivité, puisque la question était tournée comme ça. Quelles étaient notamment les cibles du PRST? Alors, ça, c'est une question qui nous a beaucoup été posée. Donc, la cible du PRST, c'est l'entreprise du secteur privé. Mais bien entendu, les outils sont téléchargeables par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site du PRST et avoir accès à ces outils sans difficulté. Maintenant, on ne peut pas intégrer, dans le cadre du comité régional d'orientation des conditions de travail, des acteurs
des acteurs publics, hein, j'allais dire, des administrations, des collectivités territoriales, bien qu'on les associe souvent à nos groupes de travail, hein, mais ce n'est pas prévu dans les textes. Donc, la cible du PRST, pour répondre à votre question, c'est l'entreprise du secteur privé, ce qui ne signifie pas pour autant que les outils ne sont pas utilisables par tous. Voilà. Très bien, merci. Je pense que c'était les précisions qui avaient été données, mais c'est bien de le rappeler. Oui, en effet, c'est vrai que voilà, tous les outils qui sont utilisables, la majorité pour les entreprises peuvent être mis en application dans les collectivités. Voilà, d'où l'objet de ce webinaire aussi à champ large pour que voilà, vous soyez informés des outils qui ont été déployés et qui sont disponibles. Une autre question voilà, concernait la mise à disposition du coup, des chiffres, des données, des chiffres clés, donc, notamment sur certaines mises à jour qui ont été annoncées pour le mois de juin, là, sur ce qui avait été donné sur les chiffres clés. On vous le reprécisera en tout cas dans la diffusion. En tout cas, tous les outils qui ont été présentés et qui sont disponibles, les liens sont fonctionnels et vous renvoient vers voilà, vers les outils. Après, est-ce qu'on peut avoir du coup des précisions sur ce qui va arriver, qui est en cours de traitement et qui va être publié récemment? Alors, sur le diagnostic, donc on est en co-construction aujourd'hui. Le PRST 3 a pris fin, on va dire, bien qu'on continue à travailler sur tous les axes, puisque dans le cadre du plan régional santé-travail 4, qui va probablement être construit à partir de la rentrée, puisqu'on attend le plan santé-travail qui va être publié prochainement, hein, probablement, ou en tout cas finalisé, puisqu'il il s'inscrit dans le cadre du dialogue social national. On est en train de construire un diagnostic pour pouvoir justement s'appuyer sur le terrain pour mettre en place des actions concrètes et cohérentes. Hein. Évidemment que Occitanie, qui est le deuxième région agricole en France, on n'est pas sur le même type de territoire ou type d'entreprise que Hauts-de-France ou Île-de-France. Ça, c'est évident. Donc, en termes de publication, je vais peut-être m'adresser à Catherine. À quel moment on pourra avoir ces chiffres au niveau du diag? Alors, à la fin du semestre, c'est-à-dire fin juin, début juillet, à la fois les chiffres clés, les focus que j'évoquais tout à l'heure, et puis les portraits de zones d'emploi seront disponibles. Donc, on va faire une page dédiée sur le site du PRST avec tous ces éléments. Il y aura également un document plus complet qui va être fourni par le CREAI ORS qui nous aide grandement dans cette démarche-là. Donc voilà, tout sera à disposition, on va dire fin juin, début juillet. Ce que je souhaite vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous inscrire sur le site du PRST parce qu'on publie assez régulièrement, bien qu'on ne l'ait pas fait depuis longtemps, mais on va probablement publier une bientôt, des newsletters. Et on va vous envoyer après ce webinaire un questionnaire. Et dans ce cadre, je vous invite vraiment à vous inscrire puisqu'on pourra vous recontacter. Mais sachez que si vous consultez régulièrement le site du PRST, toutes les informations sont mises à jour. Voilà. Vincent, y a-t-il d'autres questions? Oui, donc du coup, peut-être il y a pas mal de réactions en tout cas sur l'intervention de Catherine sur tout ce qui tournait autour du télétravail. C'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité. Notamment sur voilà, la construction des outils, le rappel peut-être le lien qui peut être fait avec l'isolement, les risques psychosociaux. Et si j'ai bien compris la question, c'était savoir quel lien avait été fait entre les outils peut-être qui avaient été développés comme la charte et l'accord national interprofessionnel qui était sorti en novembre dernier du coup. Voilà, je vais laisser la main à Catherine pour répondre à cette question. Alors, un mot, cohérence, hein, c'est-à-dire que évidemment, ce qui est sorti au niveau national, l'accord qui est sorti, donc tous les éléments qui ont été construits par l'Observatoire départemental de l'Hérault voilà, ont pris en compte ces différents éléments pour pouvoir proposer, on va dire, une charte de bonnes pratiques autour du télétravail. Et par rapport voilà, aux différentes interventions dans le chat autour on va dire, des
des signaux d'alerte par rapport au télétravail. C'est vrai que voilà, nous, au niveau du réseau ANACT, on a mené un certain nombre d'enquêtes justement sur le télétravail pendant cette période-là. Donc, il y a vraiment voilà, des difficultés qui peuvent être rencontrées par les salariés, par les équipes, par les encadrants, etc. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle l'Observatoire a voulu partir d'un quiz pour justement voilà, poser sur la table, puisque c'est l'idée de remplir ce quiz de façon paritaire entre les partenaires sociaux de l'entreprise, donc pour mettre sur la table aussi un peu tous ces clignotants rouges qui sont identifiés et qui sont remontés via les représentants du personnel. Merci pour ces précisions. Une avant-dernière question du coup sur la mutualisation possible des outils au niveau des différents PRST en fait, puisque chaque région possède son PRST. Est-ce qu'au niveau national, il y a peut-être des réflexions qui sont en cours là-dessus pour justement faire une synthèse et savoir qu'est-ce qui existe en fait, peut-être reprendre les bonnes pratiques? Oui, tout à fait. Il y a une réflexion qui est menée. Il y a probablement des choses qui vont être mises en place, mais ça, on vous en informera, en tout cas le grand public, en temps et en heure. Effectivement, dans le cas des... Alors, bon, il faut savoir qu'il y a quand même une coordination nationale. Je veux dire, chacun ne travaille pas dans son coin et on a des réunions régulières avec la Direction générale du travail, dans ce cadre-là, qui est en relation avec tous les partenaires au niveau national, que le plan santé-travail 4 se construit avec les partenaires au niveau national pour être décliné en région. Donc, il y a une cohérence sur tout le territoire. On n'est pas chacun dans notre coin à faire. Effectivement, on est dans une réflexion de mutualisation pour donner des accès. Alors, sur le 3, on était plus sur une mutualisation entre acteurs de la prévention. Est-ce que ça va être élargi au grand public? Ça, je ne suis pas en capacité de répondre. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sites de PRST. Je sais que d'autres proposent des sites. En tout cas, sur le territoire occitan, le site du PRST 3 sera le même pour le 4 parce que de toute façon, on va s'inscrire dans la continuité. Vous vous doutez bien que qualité de vie au travail ou risques chimiques ou risques routiers ou risques psychosociaux, ce n'est pas des risques qui vont disparaître cet été. Donc, on va les poursuivre, on va poursuivre la réflexion, on va poursuivre la mise en place d'outils, de sensibilisation, etc. Le vrai enjeu, moi, ce que j'ai envie de dire vraiment pour ce PRST4, c'est toucher l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et d'ailleurs, on va aller vous rencontrer bientôt parce que dès qu'on aura finalisé notre plan régional santé-travail, donc en fin d'année 2021 probablement, on va vous rencontrer, on va organiser des petites réunions, si possible en présentiel, si la crise sanitaire le permet, avec la CCI d'ailleurs, Occitanie, et on va vous présenter ce PRST, on va vous proposer des choses et on sera à l'écoute de toutes vos propositions et de tous vos besoins aussi, quoi. Voilà. Du coup, entre-temps, il y a eu une autre question sur les attentes. En fait, quand on utilise ces outils qui sont à disposition, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour les utiliser ou communiquer dessus, en fait? Alors bon, les outils, ils sont quand même chartés PRST entre guillemets. C'est des outils. Alors le PRST, bon, c'est aussi la préfecture, c'est aussi l'État et puis tous les acteurs de la prévention. Donc là, bon, ben, c'est vraiment utiliser les PowerPoint tels qu'ils sont. Les précautions, c'est juste dire que c'est un travail fédérateur, mais l'objectif, c'est pas de limiter l'utilisation. On est d'accord. On peut, j'allais presque dire, si une entreprise souhaite s'approprier les outils, allez-y, quoi. L'objectif, c'est de prévenir le risque, c'est-à-dire qu'il y ait moins de gens qui tombent, moins d'accidents au travail. Donc, non, il n'y a pas de préconisation, si ce n'est que de dire effectivement que ce sont des outils qui ont été co-construits au niveau de la région. Très bien, merci. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remercier donc l'ensemble des participants qui ont permis la bonne réalisation de ce webinaire, les six éditoriales, l'ensemble des acteurs du PRST qui ont fait un fort relais pour vous informer de la publication de ce PRST. Juste du coup, vous rappeler, puisque Virginie conclura derrière, qu'on a un sondage donc, de satisfaction juste après qui va prendre 1 minute et c'est important pour nous. Et que dès jeudi, en fait, vous aurez un mail qui vous sera adressé sous le même format en fait, que l'invitation pour en fait avoir un question à satisfaction à froid et vous donner le lien pour le replay.
Voilà. Et du coup, il y avait une question sur le PRST4, vous avez commencé à y répondre, mais je trouvais que c'était une belle conclusion, Virginie. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai des petits Oui, c'est soucis de bon. Il y a eu connexion, un mais je vais petit. essayer de. Donc, le PRS, c'est bon, ben, c'est super. Donc, effectivement, donc là, on fait notre petit bilan. Vous proposez. Ah, du coup, on a eu un petit problème de son là. Bon, en général, ça revient assez vite. Coupure, à mon niveau, en tout cas, c'est toujours pas revenu. J'espère que ça sera pas très long. À partir Virginie, de la désolé, on rentrée. vous avait perdu en fait. 10 secondes. Ah, Voilà. Ça a bon, fonctionné c'est au pas grave. départ. Juste vous dire, c'est pas grave. Juste vous dire que le PRST4, bon, on va un petit peu retarder sa mise en place parce que le PST n'a pas encore été publié et qu'il le sera probablement à la rentrée. Donc, on va s'inscrire dans une mise en place à partir de la rentrée 2021. Quand je dis rentrée, c'est rentrée scolaire, septembre, novembre ou décembre. Et puis, on va aller à votre rencontre en fin d'année, début 2022. Et on vous sollicitera probablement pour avoir vos retours et pour recenser aussi vos besoins pour pouvoir répondre au mieux aux besoins en santé-travail au sein des territoires. Voilà. Donc, on sera toujours avec les acteurs de la prévention. Hein, on travaille tous ensemble. On est plus de 300 à travailler sur ce plan. D'ailleurs, je remercie chaque participant et je remercie aussi tous les pilotes qui ont beaucoup donné de leur temps et se sont investis dans ce cadre-là. Et je souhaite vraiment qu'on puisse mener de vraies actions de prévention concrètes, terrain. On n'est pas là pour faire de la réunionnite aiguë, on est vraiment là pour répondre à vos besoins et pour vous aider à initier des démarches de prévention au sein des entreprises. Voilà. Merci à tous. À très bientôt.